Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission France Business Télé, la télévision qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique et de toutes les belles initiatives positives en France et de vivre ensemble. Alors, au programme de ce jour, nous allons parler télétravail, formation, protection des données, souveraineté nationale, autant de sujets passionnants que j'ai la chance de partager avec mes invités du jour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Isabelle Bébéard, donc directrice des affaires internationales au sein de la BPI. Bonjour Isabelle. Bonjour Ali. Bonjour Frédéric. Bonjour Ali. Vous êtes senior manager au sein du groupe Magellan, Absolument. expert en cybersécurité. Vincent Segui. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, vous êtes directeur de l'expérience collaborateur chez Microsoft France. Nous parlerons télétravail avec vous tout à l'heure. Bonjour Malika. Bonjour. Malika, vous êtes expert en risque opérationnel et cyber dans le domaine bancaire. Bienvenue. Merci. Alors Isabelle, je vous remercie. Vous venez de créer BPI France Entreprises, qui est un nouveau fonds permettant aux particuliers d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées, principalement françaises. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors BPI France Entreprise 1, donc effectivement c'est pour permettre aux particuliers d'investir dans 1500 entreprises réparties sur toute la France, de la start-up à la PME et multisectorielle. Et donc c'est un fonds qui a une durée de 6 ans et que les particuliers auxquels les particuliers peuvent souscrire au travers de la plateforme 123-im.fr ou au travers de leurs assureurs, de leurs banquiers. Une souscription donc principalement en ligne. Exactement, et le prix minimum de la part, c'est 5 000 €. D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui rencontre un certain nombre de succès auprès justement de ces particuliers ? Tout à fait. L'objectif, c'est de souscrire jusqu'à 90 millions d'euros. Et depuis le début, on a eu une très forte souscription qui va s'intensifier dès le mois de janvier, puisque ce sera à disposition chez les assureurs et chez les banquiers à partir du mois de janvier. Alors je vous remercie Isabelle, nous reviendrons vers vous pour parler ensuite climat et enjeux économiques. Alors je me tourne vers vous Vincent Segui, bonjour. Bonjour. Alors Vincent, donc vous êtes effectivement le directeur de l'expérience collaborateur chez Microsoft France, en charge d'un certain nombre de sujets, dont le télétravail et la formation. Alors le gouvernement a souhaité promouvoir le télétravail au sein des entreprises françaises. Quelle est la situation chez Microsoft aujourd'hui ? Alors Microsoft France, c'est 2000 collaborateurs. C'est une filiale donc, du groupe américain, une filiale de commercial et marketing. On a aussi une partie d'engineering. Et actuellement, l'ensemble de nos collaborateurs, les 2000 collaborateurs, sont en télétravail. Donc on a quasiment fait à 100% de télétravail depuis le mois de mars. Alors vous êtes en télétravail depuis le mois de mars. Est-ce que justement vous avez des outils qui permettent à ces collaborateurs de travailler plus facilement ? Alors on a la chance chez Microsoft d'utiliser nos propres outils, donc en particulier Teams Microsoft, qui nous permet de faire des chats et des vidéos à distance. Et effectivement, on était déjà très à l'aise sur ces outils-là, mais ça nous a permis de les tester à l'extrême avec toutes nos réunions à distance. Est-ce que justement, Vincent Segui, les collaborateurs de Microsoft France prennent bien ce confinement, ce télétravail ? Est-ce que justement en termes de morale et de santé, vous les accompagnez aussi sur ces sujets ? Alors le télétravail poussé à l'extrême comme ça depuis plus de 6 mois, c'est difficile. Ça a un impact sur l'isolement de certains collaborateurs. Chaque collaborateur n'est pas dans les mêmes conditions ou dans de très bonnes conditions. Donc on ouvre quand même, nos locaux sont quand même ouverts au cas où certains collaborateurs restent ouverts, au cas où certains collaborateurs ne peuvent pas travailler depuis chez eux. Donc on les accueille très simplement. Mais la plupart donc des gens sont en télétravail et le moral, ça atteint un petit peu le moral quand même des collaborateurs. D'accord. Justement, pour ces collaborateurs en difficulté, est-ce que vous proposez des dispositifs particuliers ? Est-ce qu'il y a des ajustements qui sont faits par rapport à ça ? Il y a plusieurs ajustements, effectivement. Il y a des ajustements sur le rythme de travail. On essaie de respecter les horaires. On a particulièrement insisté sur un break au niveau du déjeuner, le midi. Donc, on fait le maximum pour ne pas avoir de réunion entre 12h30 et 14h. Puisque par rapport à un break habituel, il faut aussi avoir le temps de faire son repas. Donc,
donc ça prend aussi du temps. Donc on laisse suffisamment de temps pour nos collaborateurs pour pouvoir avoir cet équilibre. Et on a un certain nombre de conseils sur la gestion des réunions pour faire des réunions plus efficaces, plus courtes, savoir dire non aussi, ne pas participer à toutes les réunions, sinon on passe notre journée en fait de réunion en réunion seul devant l'ordinateur. Donc c'est pas toujours évident. Donc on a tous ces messages en fait qui sont là, plus un accompagnement de l'équipe RH, de l'équipe médicale aussi pour accompagner tous les collaborateurs qui peuvent en avoir besoin. Alors Vincent Segui, je sais que vous êtes aussi en charge de la diversité et de l'inclusion chez Microsoft France, qui est un sujet qui passionne absolument, qui est intéressant à la fois au niveau France, mais au niveau des États-Unis. Ces valeurs sont très chères justement donc à notre pays. Comment cela se matérialise très concrètement dans votre politique de recrutement chez Microsoft ? Alors oui, effectivement, c'est un sujet passionnant. Donc, on travaille sur la diversité et l'inclusion au niveau de la France, en tout cas sur 5 piliers. On a le pilier genre, donc sur l'égalité homme-femme, qui est le plus ancien historiquement. Le pilier handicap aussi, sur lequel on travaille depuis un certain nombre d'années. On a le pilier génération sur les seniors et les juniors dans l'entreprise. Le pilier LGBT qui a été mis en place depuis un peu plus d'un an. Et le tout dernier, depuis le mois de juin, le pilier origine, sur lequel on travaille sur l'origine ethnique et sociale des collaborateurs, donc pour diversifier cette partie-là aussi. Donc concrètement, sur ces 5 piliers, au niveau du recrutement, on ne travaille pas sur des quotas, on travaille sur une ouverture et une diversité, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que quand on fait un recrutement, on ait suffisamment de candidats divers. Et après, on choisit toujours le meilleur, ça c'est sûr, mais on ouvre en tout cas cette diversité aux managers pour pouvoir améliorer ou augmenter notre diversité. Le but pour Microsoft, c'est qu'on ait la diversité en fait de nos clients pour qu'on puisse travailler pour ces clients dès la conception de nos produits. En fait, si je reviens en arrière, si on a 100% d'hommes de 40 ans qui conçoivent les produits, on ne sera jamais à l'image de nos clients. Donc, on a besoin d'ouvrir cette diversité sur ces 5 piliers. Donc une entreprise à l'image de ses clients. Je sais que donc on reviendra vers vous, Vincent Segui, tout à l'heure pour parler formation, plus spécifiquement. Je me tourne maintenant vers Frédéric Génin. Frédéric Génin, bonjour. Alors vous êtes senior manager au sein du groupe Magellan Partners, spécialisé sur les questions de cybersécurité et de protection des données. Vous êtes également diplômé de l'école de guerre et de l'IHEDN. Alors vous allez commencer par nous expliquer ce qu'est cette école de guerre et l'IHEDN. Alors l'école de guerre économique en fait est une école assez unique en France. C'est l'une des pépites que nous avons qui défend la souveraineté et une certaine idée de la vision nationale d'un certain nombre de problématiques, guidée en ça par le fameux rapport d'Alain Juillet et par Christian Arbulot, qui la dirige toujours avec beaucoup de maestria, et l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de la défense nationale, dont le but premier est de familiariser des personnels à la fois de l'armée et du public aux questions de défense nationale et de souveraineté. Je vous remercie. Donc c'est interarmé, c'est une formation plutôt interarmée. Tout à fait. Mais je sais que vous êtes spécialisé sur justement les questions du numérique et de la cybersécurité. Oui, absolument. Et à ce titre, j'ai d'ailleurs écrit un petit ouvrage sur les questions de protection des données personnelles sous un angle un petit peu géostratégique et comparatif entre différents pays. Alors justement, dans votre livre, vous expliquez l'enjeu comme un facteur stratégique à la fois économique et social, et ces rapports entre l'Europe et les États-Unis. Quel est aujourd'hui le constat qu'on fait sur la législation justement entre nos deux continents? Alors, avant de parler de ça, je crois qu'il faut se rendre compte, comme on l'a lu beaucoup, que finalement, les données, notamment les données personnelles, c'est ce qu'on appelle le pétrole du XXIe siècle. Et c'est pas un hasard si beaucoup de très grandes entreprises américaines liées à la technologie, beaucoup d'entreprises chinoises également, de haute technologie, s'y intéressent beaucoup, récoltent beaucoup de données personnelles, parce que au final, ça permet de travailler beaucoup sur le profilage et ce qu'on appelle le retargeting. Ça permet aussi de nourrir beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle et de deep learning. Donc finalement, la donnée, c'est vraiment le moteur de tout ce qui nous est présenté maintenant sur Internet en tant que consommateur final et tout ce qui permet de formater au mieux les offres qui vont nous être présentées. En termes de législation, où est-ce qu'on en est? Finalement, on a une Europe qui s'est présentée d'une manière plutôt unie, plutôt bien organisée avec le RGPD, avec une forme
de CNIL européenne qui chapeaute un petit peu tout ça. Le rôle de la CNIL, justement, c'est quoi pour nos téléspectateurs? Alors, le rôle de la CNIL, pour faire très simple, c'est de s'assurer que ce règlement européen est bien appliqué en France et d'abord bien compris. Il y a un très grand rôle d'accompagnement et il faut saluer en ça le travail qu'a fait la CNIL, avec aussi l'implantation dans beaucoup d'entreprises de DPO, donc de délégués à la protection des données, qui sont censés s'assurer qu'au sein de chacune des entreprises, toutes les mesures sont prises en compte pour protéger les données personnelles. Et on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, la situation est un petit peu plus compliquée. Pour résumer la situation d'une manière très schématique, finalement, les États-Unis se sont un petit peu alignés sur la position européenne, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau de chacun des États, je pense notamment à la Californie, avec ce qu'on appelle le Privacy Shield, qui était l'équivalent du RGPD européen. Il se trouve que les accords d'équivalence entre ce Privacy Shield et le RGPD ont été annulés pour tout un tas de raisons juridiques un petit peu compliquées cet été. Donc, on n'a plus d'équivalence propre qui permette une transaction, une transmission de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis au jour d'aujourd'hui. On est obligé de passer par ce qu'on appelle des clauses contractuelles spécifiques, donc un mécanisme juridique un petit peu plus compliqué qui met la plupart des entreprises appelées à transférer des données aux États-Unis dans une forme d'incertitude juridique, parce que finalement, on n'est pas certain des recours qui vont pouvoir être faits par les différents justiciables. Donc pour l'instant, le transfert de données personnelles est, j'ai envie de dire, un petit peu en risque au niveau transatlantique actuellement. Alors Frédéric Janat, vous mettez en évidence une vraie question, donc la question de la donnée et de la valeur de la donnée, qui pose aussi la question, ça fait partie de la thématique du jour, de la souveraineté nationale. Et là, je me tourne vers vous, Malika Smaili. Bonjour. Bonjour. Alors Malika, vous êtes expert en risque opérationnel et cybersécurité dans le domaine bancaire. Vous avez notamment travaillé pour la Société Générale, une grande banque française, et également, comme Frédéric, êtes diplômé de l'École de guerre économique et suivi, je crois, un parcours au sein de l'IHEDN. Exactement. Je fais partie aujourd'hui de la 3e session souveraineté numérique et cybersécurité à l'IHEDN, comme mon collègue Frédéric Janin. Alors je crois que c'est une session qui a été créée récemment, qui n'existait pas il y a quelques années. Voilà, et donc on est la 3e promotion, donc la 3e année. Est-ce que vous voulez dire que l'État a pris la mesure justement de cette importance, cette thématique importante autour de la cybersécurité, qui n'était pas le cas il y a quelques années? Voilà, et effectivement, je pense que cette session répond tout à fait à ces enjeux de souveraineté nationale, de souveraineté numérique. Et cette prise de conscience, en fait, a amené l'IHEDN à créer cette session tout récemment. Voilà. Donc, effectivement, ça prouve l'implication au plus haut niveau de la France sur ces sujets de souveraineté numérique qui sont effectivement très importants. Alors justement, Malika Smaili parle de souveraineté nationale. Vous avez effectivement défini la souveraineté comme quelque chose qui transcende la nation, comme quelque chose, comme des outils sur lesquels il faut avoir effectivement la maîtrise. Vous avez également été l'auteur d'un ouvrage très intéressant qui place la souveraineté sur un autre domaine. Vous parlez d'une souveraineté multiforme, mais cette souveraineté justement autour de la filière viande. Comment perdre une guerre économique, l'exemple de la filière viande en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors c'est un rapport dans le cadre justement de mes travaux à l'école de guerre économique, donc c'est un rapport qui est public, qu'on peut retrouver sur Internet très facilement. Et alors là, c'est plus particulièrement, alors c'est la filière viande, oui, mais c'est plus particulièrement la filière bovine. Et c'est une guerre informationnelle qu'on a mis en avant et qu'on a vraiment illustré très, très, très sérieusement. Et le sujet, c'est l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est la viande in vitro, c'est-à-dire la création d'un steak à partir d'une cellule souche. En laboratoire. En laboratoire. En 2013, le premier steak de laboratoire est sorti d'un laboratoire anglais. Il s'appelait le Frankenburger. Il coûtait 25 000 €. Aujourd'hui, on est à quelques dizaines d'euros et on est à l'aube de l'industrialisation de ce steak in vitro. Donc de laboratoire. On est en capacité aujourd'hui de produire de la viande
Sans passer par nos animaux. C'est ça, exactement. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Et donc, eh bien, les Américains ont très bien compris cet enjeu et ont investi des sommes colossales dans cette recherche en matière de viande, donc de viande de laboratoire. Et pour vous, ça pose justement une question déontologique ou une Alors, question plutôt écologique? Je ne vais pas sur le terrain de je suis végétarien, je suis végane, etc. Chacun est libre. Justement, la liberté, c'est une histoire de souveraineté aussi, même au niveau individuel. Je vais sur le terrain de l'agriculture française, qui peut se retrouver en danger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons donc ces industriels américains qui vont bientôt produire cette viande industrielle, cette viande de laboratoire, et qui demain, justement parce que certains règlements européens ont ouvert les vannes de la génétique animale, donc on pourrait se retrouver à fabriquer un steak charolais depuis un laboratoire américain qui sera vendu comme un steak charolais. Ça ouvre effectivement de nouvelles perspectives, en tout cas un débat très intéressant. Je me tourne vers vous, Frédéric Janin. Alors on parlait de souveraineté nationale tout à l'heure avec Malika Smaili. Un mot sur la souveraineté, sur nos enjeux de souveraineté de manière générale. Est-ce qu'on est sur des sujets d'actualité Nous sommes sur des sujets d'actualité, j'ai envie de dire, plus que jamais. La crise notamment du Covid nous a montré à quel point, sur un certain nombre de sujets, nous étions justement un petit peu perdus entre nos envies ou nos souvenirs de souveraineté, j'ai envie de dire, des années un petit peu gaullistes, vis-à-vis de la réalité. Et le choc a été un petit peu rude. On s'est rendu compte, effectivement, comme vous le soulignez, qu'on ne sait plus fabriquer de masques en France, qu'on n'a plus de capacité de produire de respirateurs. On s'est rendu compte aussi au niveau numérique, un sujet que je côtoie au quotidien, qu'on avait un certain nombre de manques, notamment qu'un certain nombre d'entreprises n'étaient pas forcément en capacité de permettre à leurs salariés de travailler à distance, qu'un certain nombre d'institutions on va dire dans le domaine régalien, n'avaient pas forcément les moyens de sécuriser leur communication convenablement grâce à des solutions justement souveraines de communication. Donc je crois que ça a mis en lumière effectivement un certain nombre de manques sur ce sujet et surtout de distorsions entre un discours et la réalité. Justement, alors une question peut-être un peu polémique, mais est-ce que vous pensez que notre pays, la France, a les moyens de cette belle ambition autour de ces sujets de souveraineté, de cybersécurité? Alors, est-ce qu'on a les moyens d'une autarcie complète? Non, certainement pas, et je ne suis pas certain que ça ait beaucoup de sens. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'une certaine forme d'autonomie stratégique sur des sujets régaliens? Je pense que oui. Il faut un certain nombre d'investissements et de volonté de l'État pour ça, et je crois qu'on les a en bonne partie. D'ailleurs, l'IHEDN fait partie des gens qui réfléchissent beaucoup à des solutions pour tout ça, et surtout à la formation d'un certain nombre de personnels pour diffuser cette philosophie au sein des entreprises et des administrations. Mais effectivement, on a vraiment besoin d'une volonté politique, car malheureusement, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir et les pépites absolument brillantes qu'on peut avoir dans le domaine cyber, parfois, j'ai envie de dire même trop souvent, elles ne sont pas suivies par l'État et s'envolent à l'étranger. Merci Frédéric. Vincent Segui, je reviens vers vous. Alors aujourd'hui, 11 millions de Français sont mal à l'aise avec l'univers du numérique ou ne savent pas utiliser un ordinateur. On va bien évidemment parler de fracture numérique. Que fait Microsoft pour justement lutter contre cette fracture, pour aider les entreprises, les écoles, mais aussi, j'allais dire, le particulier qui ne sait pas utiliser son ordinateur? Alors, en général, ma première réponse, ça va déjà être l'accessibilité et la simplicité de nos outils qui sont accessibles à tous. Et au niveau de Microsoft, plutôt sur les particuliers, j'aimerais dire, on a mis en place un certain nombre de démarches et de formations. On a mis en place une formation qui s'appelle l'école de l'intelligence artificielle, qui nous permet de former des développeurs sur une période de 6 mois. Donc on a mis ça en place en partenariat avec Simplon et ça fonctionne depuis 1 an et demi. Donc on a plusieurs promotions qui ont été mises en place, plus d'une vingtaine maintenant, qui nous permettent de former des gens qui sont éloignés de l'emploi et l'accès à cette formation ne nécessite aucun niveau ou aucun diplôme.
On va continuer en fait avec une formation qui est encore plus accessible, que l'on appellera l'école cloud. Donc elle va être lancée là d'ici la fin de cette année, pour donner encore plus d'accessibilité à ce numérique. Et on a beaucoup d'associations, enfin on aide beaucoup d'associations avec les employés Microsoft s'investissent énormément. Ils ont 3 jours par an pour s'investir dans des associations qu'ils peuvent utiliser en congé pour s'investir avec des associations, et on développe beaucoup de partenariats avec des associations pour aider à cette fracture numérique, avec des sensibilisations, des formations, et même pour les plus jeunes aussi sous forme de jeux. Alors pour le petit mot de la fin, j'aimerais faire le tour de table de nos invités et que chacun d'entre vous nous dise son ambition et puis ses projets de 2021. On va commencer par vous, Isabelle Bébéard. Merci. Nous, bien sûr, c'est continuer à accompagner les entreprises françaises et puis déployer notre plan climat. Donc le plan climat, il se déploie sur 3 axes. Il y a le financement de l'innovation et en particulier de la green tech. Donc là, c'est permettre le développement de technologies qui vont nous aider à avoir une vie et une industrie plus propre et pouvoir aider aussi au développement de leaders français, européens et voire mondiaux dans ce domaine. Il y a aussi le financement des énergies renouvelables. Donc là, c'est pour permettre aux entreprises d'accéder à de l'énergie plus verte. Et donc là, on a à la fois, on multiplie par 2 sur 5 ans notre cofinancement des énergies renouvelables. On a mis en place aussi, on a renouvelé un fonds d'investissement, le fonds France Investissement Énergie. Non, c'est pas ça. C'est le fonds France d'Investissement Énergie Environnement, un fonds qu'on a doté de 250 millions d'euros. Et puis aussi donner accès aux développeurs des énergies renouvelables à du financement, à du crédit export pour leur internationalisation. Et ça sera près de 300 millions d'euros. Et puis enfin, on va accompagner, financer les entreprises qui veulent elles-mêmes devenir plus vertes. Donc là, c'est 1,5 milliard pour accompagner 1300 entreprises industrielles. Donc en financement, on crée aussi un VTE vert. Donc ça, c'est 1000 jeunes qui auront envie d'accompagner un chef d'entreprise dans ce domaine-là. On crée aussi des accélérateurs d'entreprise avec l'ADEME. Donc là, on accompagne des promotions d'entreprises pendant 18 mois, 2 ans. On leur donne des cours, de la formation, du coaching. Pour le développement de ces entreprises. Exactement, justement. Pour que ça aille plus vite et qu'ils puissent, elles, se développer. Et puis, on a créé la communauté du coq vert. Donc, c'est la communauté qui rassemble justement les entreprises de la transition énergétique, du climat. Et on va animer cette communauté, bien sûr. Donc, très belles initiatives et de belles opportunités pour nos entreprises. Merci Isabelle Bébéard. Donc Frédéric Janin, vos ambitions pour cette nouvelle année, vos ambitions pour 2021 ? Écoutez, mes ambitions, c'est plutôt un vœu que je formule pour la France, c'est qu'on arrive à donner les moyens de nos ambitions aux différentes administrations qui ont travaillé sur la souveraineté numérique et qu'on arrive à traduire cette vision en actes. Merci Frédéric Janin. Vincent Segui, je me tourne vers vous. Les ambitions de Microsoft France pour cette nouvelle année ? Alors pour Microsoft France, ça sera toujours de continuer à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. On a vu justement que c'était essentiel pendant cette crise et que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises sur l'ensemble du territoire français. Ça, c'est pour Microsoft France. Plus pour notre équipe RH, ça sera de continuer à accompagner nos collaborateurs sur le travail de demain, donc un travail plus hybride, entre un bon équilibre entre le travail dans un campus et le télétravail. Oui, parce que justement, vous êtes responsable de l'expérience utilisateur, donc c'est cette expérience de travail au sein de votre entreprise. Tout à fait, que nos collaborateurs aient la meilleure expérience dans un travail que l'on va encore, des méthodes de travail que l'on va encore définir dans les mois à venir. Merci Vincent Segui. Merci. Malika Smaili, vos enjeux pour cette nouvelle année, vos ambitions pour 2021 ? Oui. Alors, les propos d'Isabelle et de Frédéric font écho en moi, parce qu'effectivement, pas de souveraineté sans formation et sans recherche. Et je pense sincèrement qu'investir dans ces axes-là de formation et de recherche
pourront nous amener à cette souveraineté nationale dont on a besoin, cette souveraineté européenne. Je pense par exemple à la recherche en intelligence artificielle, évoquée par Vincent, et des sujets comme la formation des jeunes qui ont vraiment, dont on a vraiment besoin pour avoir cette souveraineté-là. Donc voilà, c'est mon vœu pour les années à venir. Alors pensons à nos chercheurs, pensons à eux, pensons à la formation. Merci Malika Smaili, merci à vous tous, merci à Isabelle, merci Frédéric. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de France Business TV avec au cœur de l'actualité l'innovation, l'économie et le vivre ensemble.